Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Nouvel épisode, nouveau bilan de ces finales. On est donc maintenant à 2-2 après une victoire des Bucks à domicile toujours. Pour l'instant, on a uniquement des victoires à domicile, 109-1, 103. Dans un match, on en parlera, qui nous a laissé... Je laisse la phrase en suspens parce que justement c'est la première question de ce podcast. Pour m'accompagner aujourd'hui, on est encore à nouveau, ils sont venus m'épauler, on est encore à nouveau 3 et je vais commencer par toi Adrien. Comment ça va? Je peux pas te poser la question habituelle de comment tu t'es inscrit dans cette série, mais comment ça va depuis le match 1? Comment ça a évolué ta perception de la série? Alors, comment ça va? Personnellement fatigué. Et pour la perception de la série, ça va un peu rejoindre cette question-là. Je pense qu'on développera, mais perplexe. Perplexe, voilà, c'est le mot. Perplexe. Eh bien, on continuera ça tout à l'heure. Et puis, il était déjà là la dernière fois. Et puis, il a été trop inspiré par ce match 4 pour se taire. Donc, il est avec nous, c'est Madiane. Comment ça va, Madiane? Ça va. Quelle inspiration ce match 4. C'était du beau basket. du très beau basket. Bon, le ton est donné. Alors, on va pas perdre plus de temps. Vous connaissez la chanson pour ceux qui nous écoutent souvent. Les 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Laissez des commentaires sur YouTube. On s'améliore de plus en plus dans le YouTube game. Maintenant, on a des changements de caméra, etc. On s'améliore, on apprend, on découvre. On sera bientôt, je pense qu'on sera à niveau dans peut-être un an. Mais en tout cas, merci de nous suivre là-bas. Et puis aussi, suivez-nous comme d'habitude. Ça, on le fait depuis plusieurs années sur les plateformes de podcast. On marque une petite pause, puis on parle de ce match 4 qui a donc vu la victoire des Bucks. Adrien, Madiane, pendant le match, et on se parlait tous ensemble sur notre conversation, on avait quand même tous un peu de mal à mettre des mots sur ce match. Alors ma première question forcément s'inspire de ce que j'ai vécu avec vous pendant ce match. Adrien, quel qualificatif tu utiliserais pour décrire ce match 4? Alors pour me décrire, j'ai dit perplexe. Donc pour décrire ce match 4, je dirais chaotique sur plein d'aspects. Sur le terrain, bien sûr, on va y revenir longuement. Également, alors à côté du terrain avec l'arbitrage, je pense que c'est un sujet qu'on abordera rapidement, mais qui a quand même ajouté à cette espèce de chaos général. Et du coup, c'est aussi un match qui rebat pas mal de cartes. Alors on va essayer de pas trop tirer de conclusion sur juste le match 4, parce que c'est le dernier en date et qu'on l'a en tête et qu'on a envie de tirer de grandes conclusions. Mais il rebat quelques cartes quand même de manière assez certaine. Madiane, même question, quel qualificatif pour ce match 4? Je m'accroche à mon siège parce que tu nous as dit que tu en avais un bon. Non, mais j'avais failli partir sur chaotique, donc ça prouve qu'on a un peu la même analyse, mais mon adjectif, c'est hétérodoxe. C'était pas ce qu'on pouvait attendre d'un match de finale, c'était différent finalement. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je n'ai pas eu ce à quoi je m'attendais. Alors, mon vocabulaire est peut-être un peu moins riche que le vôtre. Moi, j'ai mis perturbant. Perturbant sous beaucoup d'aspects parce que j'ai l'impression que certaines des analyses qu'on a pu mettre en place, alors que Madiane se fait attaquer par son chat. Salut Ja Morant. Certaines des analyses qu'on a pu étayer au fil des matchs commencent à être contredites ou en tout cas atténuées. Alors, on va te lancer direct sur ça. Peut-être, Adrien, tu as voulu parler peut-être des facteurs extérieurs. Est-ce qu'ils ont été... Alors, on n'aime pas parler d'arbitrage, mais là, il faut peut-être en parler. Est-ce que c'est un des faits de match très très importants de ce match 4 qui est quand même très serré, rappelons-le, il n'y a que 6 points d'écart à la fin. Alors très très important, je ne me permettrai pas de dire et je ne pense pas que ce soit ce qui fait la décision au final, mais il a participé à cette étrangeté de match 4 et je pense que tu as dit justement, on n'aime pas parler d'arbitrage, tout simplement parce qu'en fait un bon arbitrage, c'est un arbitrage qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas envie de commenter finalement. Et je pense que c'est ça le problème et c'est un problème latent, j'ai envie de dire, enfin en tout cas moi qui m'a perturbé tout au long de la saison et qui continue sur ces finales. Je me suis fendu d'un léger tweet de frustration, mais parce que justement j'en ai marre qu'on l'évoque tout simplement. Dès qu'on évoque l'arbitrage, ça nous sort du match, ça nous sort du jeu, ça nous sort du basketball et c'est perturbant. Et là, en dehors des facteurs, mais je pense qu'on va y revenir sur le terrain où il s'est passé des choses plus ou moins imprévisibles, on va dire, ou en tout cas un peu différentes de ce qu'on avait vu jusque-là. Et ben l'arbitrage en a rajouté une couche avec, en point d'orgue, évidemment, il faut qu'on le cite, cette espèce de sixième faute de Devin Booker à la fin qui est incompréhensible. C'est une action qui résume ce match pour moi, c'est-à-dire que pourquoi Devin Booker fait cette
tentative de défense, sachant qu'il a 5 fautes, il le sait, il vient de rentrer sur le terrain. Pourquoi ce geste-là de la part de Devin Booker? Pourquoi l'arbitre ne siffle pas? La suite avec les arbitres qui semblent quand même donner quelques calls favorables aux Bucks dans une espèce de compensation, mais on ne sait pas bien. Enfin, le match n'est pas tenu du tout par les arbitres et ça a rajouté cette espèce d'incompréhension à la fin, cette difficulté de tirer des conclusions finalement sur ce match. C'est ça. Alors, on ne sait pas si c'est de la roublardise ou de l'inconscience du côté de Devin Booker, mais l'agressivité qu'il a en fin de match alors qu'il a 5 fautes, elle me pose beaucoup de questions, moi. Alors peut-être que je sais pas, peut-être qu'il avait une surconfiance, mais c'est vrai qu'il est très très agressif. Madiane, je te laisse le dernier mot sur ça, parce qu'on va vite fait évacuer ces considérations-là pour pas rester bloqué dessus, mais t'as pensé quoi un peu des arbitres, des refs pendant ce match? Alors justement, je pense que c'est l'un des moments quand je m'énerve souvent, hein, mais un des moments qui m'a le plus énervé dans cette saison, c'était un vieux match en plus, où là, j'avais, pendant tout le 4e quart-temps, les arbitres ont pourri le match. Tu sais pas pourquoi, on review 3000 trucs, et puis vas-y, on passe 1000 ans sur ça, et puis vas-y, j'ai pas sifflé ça, donc du coup, je vais siffler ça de l'autre côté, et tu perds le sens et ça te sort du match. Et des fois, en NBA, les arbitres, c'est un boulot difficile, mais ça devient bizarre, et on le voit bien, du coup, que l'arbitrage NBA devient de plus en plus bizarre, parce qu'on voit Team USA qui, quand ils se font arbitrer en mode FIBA, mais ils ont plus tous ces trucs un peu bizarres dont ils bénéficient en NBA, et ça commence à faire de moins en moins sens et de moins en moins basket, et que Booker ne sorte pas. Oui, c'est un superstar call, on veut pas sortir Booker, parce qu'on sait que si on le sort, on a une grande influence sur la fin de match, le match est encore... Ok, mais là non, enfin, il doit sortir. Et... Alors que ouais, vas-y. Mais paradoxalement, il les a pas en attaque. C'est même non, mais ça n'a aucune non, mais là, cohérence. il l'a eu en défense. C'est-à-dire que pour moi, si c'est pas Devin Booker, mais c'est un autre random, il sort du match instantanément. C'est Devin Booker qui est chaud dans le match. On est en money time. Les arbitres ne peuvent pas prendre la responsabilité de le sortir en NBA. Je comprends. Mais pour en continuer sur le cas Booker, tu parlais d'agressivité. Moi, j'ai bien en tête les images de sa sortie quand il sort dans le 4e parce qu'il a pris sa 5e et qu'il part sur le banc. Je sais plus quel joueur obscur des Suns essaye de le checker, il l'ignore et part taper dans la chaise. Donc je pense qu'il était énervé. Je pense pas que c'était de l'inconscience ou quoi. Je pense que vraiment Booker était énervé en fait. Et du coup, quand il est rentré, il a remis cette agressivité qu'il avait en sortant, en allant taper sur sa chaise. Je pense qu'il l'a remis dans le match et c'est pour ça qu'il fait cette faute qui est stupide. Tu dois jamais faire ça. C'est une contre-attaque, c'est mort. Et même en faisant sa faute dégueulasse, derrière, il y a un follow-up et il y a 2 points. Mais du coup, je pense que là, c'est malheureusement le manque d'expérience de Devin Booker qui lui a fait faire ça. Si il y a peut-être frustration du côté de Devin Booker. Alors on devait partir sur Chris Paul, mais la logique là, vaut mieux qu'on parle de Booker. Alors on a un peu critiqué ses fautes, etc. Mais on est obligé de parler de son match monumental en attaque. On est donc sur 42 points à 17 sur 28 au tir. Et c'est pas des tirs faciles qu'il prend, c'est des mi-distance contestés par toute la défense des Bucks, par tout le Wisconsin parfois. Franchement, extrêmement impressionnant la performance de Devin Booker qui avait pas été dans le match 3. Et je vais te lancer, Adrien, mais moi je suis surpris. Non, on connaît le personnage, mais la difficulté des tirs et aussi paradoxalement le manque entre guillemets d'alternance, c'est-à-dire qu'il met pas un tir à 3 points. Alors il prend 9 lancers francs, mais il a fait le dommage, tout ce dommage qu'il a créé dans la défense des Bucks, c'est dans la même zone, mais les Bucks n'ont pas réussi à le défendre dans cette zone-là. Tout à fait. Bon, il y a 2 aspects que tu as dit. Il y a les shoots compliqués qu'il va aller mettre, sa gestion des prises à 2, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il doit des remerciements à Joachim Noah. On se souvient il y a quelques années, pendant un match je crois que c'était pendant l'été où ils jouaient ensemble, cette espèce de polémique de Booker qui se plaignait d'être doublé pendant des matchs d'entraînement. Et voilà, et Joachim Noah qui lui avait répondu. Bon là, voilà, il y avait quelque chose de très kobiesque dans son shot making, notamment à mi-distance. Quand tu parles de l'alternance et du manque de 3 points, il y a quand même 2-3. Il y a notamment un shoot que j'ai en tête où il a le pied sur la ligne, il veut chercher le 3. Bon, il se trouve que c'est un deep two parce que voilà, le pied mort. Effectivement, il met aucun 3 points dans la comptabilité finale. Et il y a cet aspect que tu viens d'énoncer et qui est pour moi majeur et qui est l'illustration. On a retrouvé un peu
les Suns pré-Chris Paul, on va en parler justement de Chris Paul, mais on a retrouvé ça, c'est-à-dire qu'un Devin Booker magnifique, qui marque beaucoup de points, qui sont impressionnants, où tu pourrais penser que ça porte son équipe, ça amène son équipe derrière lui, mais en fait non, Devin Booker, il crée ses shoots, il crée ses points pour lui-même, mais ça ne fonctionne pas pour emmener ses coéquipiers, il ne génère pas non plus énormément de bonnes passes, hein, au-delà qu'il ait que 2 assists, dans l'ensemble, même quand il sort la balle derrière, c'est rarement pour un shoot grand ouvert. Donc voilà, Devin Booker est un scoreur magnifique, il l'a encore prouvé, c'est une performance à saluer, faut le dire quand même, offensivement en tout cas, même s'il y a cette histoire de faute comme tu l'as évoqué Madiane, et je pense qu'on pourra y revenir. Mais malheureusement, ce n'est pas le type de joueur qui va emmener son équipe collectivement derrière sa performance à lui. Ton avis sur la performance historique de Devin Booker, ça a été beaucoup dit, qui pendant ce match est donc devenu le joueur qui a marqué le plus de points au global, hein, sur son premier run de playoff. Bon, statistique un peu biaisée parce que c'est totalement indexé sur la capacité de l'équipe à aller loin, hein. Si tu passes un tour, tu vas pas en marquer beaucoup au total. Mais du coup, tu as pensé quoi de cette performance XXL de Divin Booker, hein? C'est le petit jeu de mots de la journée. Non, mais excellent. Il en met 38 dans les 3 premiers quarts-temps et il est énorme. Il y avait pas mal de choses. Il y a eu du flotteur, il y a eu des tirs. Évidemment, à mi-distance, tu mettais une main dans la tête ou 2, il s'en foutait, il tirait et il le mettait dedans. J'ai trouvé aussi ça agréable de le voir essayer parce que lui, on avait la capacité de se rapprocher du cercle et de pas camper comme il a fait au match 3 à l'extérieur, ce qui lui a permis de gratter du coup de 9 lancés et je crois que du coup il en gratte 9 et sur les 3 premiers matchs il doit en avoir 20 en tout, donc mine de rien, il a fait la moitié de ses lancers francs des 3 premiers matchs sur un match, donc on voit que c'est pas mal et que potentiellement à domicile à Phoenix il pourrait en avoir un poil plus avec l'arbitrage un peu plus maison. Donc en tout cas, clairement, moi je trouve ça intéressant et c'est bien, sa performance fait du bien. Mais Adrien l'a bien souligné, si les Suns gagnent des matchs, je ne suis pas sûr que ce soit la performance de Devin Booker qui soit la plus différenciante. On avait parlé de l'importance de DeAndre Ayton pour nous dans cette série. On est toujours, moi je suis toujours d'accord avec cette phrase qu'on a prononcée. Et du coup, pour moi, si les Suns doivent gagner, ça passera par Chris Paul et pas par Devin Booker. Et c'est ce que nous a montré ce match. Chris Paul était pas trop là, pas trop dedans. Au final, ça avait beau être serré, ils l'ont perdu. Ouais, juste pour intervenir, en fait, Devin Booker, finalement, tu as besoin de ces minima pour assurer un plancher aux Suns. C'est-à-dire que tu as besoin de la création de Booker, de la dangerosité de Booker pour permettre à Chris Paul de jouer son jeu et de faire jouer l'ensemble de l'équipe des Suns. Devin Booker, c'est celui qui va déterminer si tu ne perds pas le match. Par contre, c'est le collectif et Chris Paul en tant que général qui vont déterminer, pour compléter ce que tu viens de dire, Madiane, qui vont déterminer si tu gagnes le match et donc là, a fortiori, plutôt la série et même les playoffs. C'est intéressant, on parle beaucoup de Devin Booker, mais à chaque fois, le nom de Chris Paul se glisse dans la conversation. Donc forcément, c'est difficile de ne pas parler des deux en même temps. Moi, ce que je vous ai dit par rapport à ce match-là, Adrien et Madiane, j'ai vraiment l'impression qu'on voit une des limites. Alors les Suns sont une excellente équipe, hein, attention, mais on voit peut-être une des limites de la construction des Suns. Ça m'a fait beaucoup penser ce match. Je réagissais à une des comparaisons qu'avait fait Tom, je ne sais plus si c'était enregistré ou pas, de ce duo Booker-Paul comme un espèce de duo Irving-LeBron, mais un peu différent. Et en l'occurrence, je trouve ça très intéressant, parce qu'on voyait souvent du côté des Cavs que la performance offensive de Kyrie Irving, comme tu l'as dit, Adrien, c'était un peu un plancher. Ça, voilà, c'était la capacité, ça permettait d'écarter le terrain, de laisser la défense aux aguets, etc. Voilà. Ça te servait à ça. Mais de base, ce qui faisait fonctionner la machine Cavs à l'époque, c'était la performance de LeBron James, à la fois dans une dimension playmaking et dans une dimension scoring. C'est un peu le cas, je trouve, de Chris Paul du côté des Suns. Et hier, on a vu une chose, c'est qu'une équipe pensée au fit comme ces Suns-là a un vrai problème, et ça, on le sait, c'est le cas de toutes les équipes au fit. Je vais reprendre tes termes, Adrien, encore une fois, c'est une équipe scolaire, les Suns. Et le problème, c'est que quand ils doivent sortir des clous, quand ils doivent un peu sortir du script, ils ont extrêmement de mal. Et c'est là où je trouve que le comparatif, il est absolument incroyable avec les Bucks, qui sont l'équipe la plus
enfin, les Bucks se subliment dans le chaos. C'est-à-dire qu'ils sont incroyables quand il n'y a absolument aucun script. Ce sont les rois de l'impro. Là où les Suns, on voit bien que quand Chris Paul, et on va en parler maintenant, quand il a un Jrue Holiday qui lui coupe les lignes de passe, quand on a tout un collectif du côté des Bucks qui ont coupé les lignes de passe, rendent tous plus difficile pour Chris Paul et que Chris Paul ne met plus dedans, Devin Booker a beau en mettre 40 dans une performance historique, le reste du collectif des Suns, bah, ça fonctionne plus. Est-ce que vous avez eu le même sentiment? Je vais aller vers toi, Madia. Oui, oui. Alors, c'est pas que ça fonctionne plus parce que mine de rien, le ballon tournait, etc. Mais tu as l'impression de les voir un peu enrayés. T'as l'impression que il se passe quand même, ils essayent d'instaurer quelque chose de collectif, mais c'est stéréotypé et du coup les Bucks peuvent le défendre. Et finalement, Booker, ses points, c'est des tirs plutôt dans l'ensemble pas très faciles à mettre. Et c'est inquiétant finalement. Quand tu comptes sur le talent individuel de ton joueur, il te faut des tirs faciles à un moment. Et finalement, bah du coup, tes meilleurs joueurs ont pas de tirs faciles. Clairement, on leur laisse pas, on leur a jamais laissé. Tes role players, ils ont des tirs faciles, mais finalement, qui s'en fout parce que ils vont pas les mettre plus souvent. Et t'as pas cette capacité à se créer de l'attaque facile et donc t'as du mal. Et en plus, les Bucks, c'est vraiment une équipe. Enfin, c'est compliqué à attaquer. C'est vraiment compliqué et ils arrivent très vite à trouver des solutions. Et tu peux te trouver être un excellent joueur offensif par l'image de ce que leur a fait KD. Hein. KD était monstrueux, mais à côté, ben ça infusait pas. Et quand tu te reposes trop sur du scoring entre guillemets un peu individualiste pour construire ton attaque, malheureusement tes autres joueurs ne sont pas en rythme. Et quand tu as besoin d'eux, typiquement dans ce quatrième quart-temps où Devin Booker a passé quand même une bonne partie cloué sur le banc tout le début du quatrième, il rentre au bout de 5 minutes, bah c'est là où les Bucks reviennent. Ils refont leur 3 à ce moment-là. Et c'est ça le problème. Ouais, tu l'as dit Ben, les Bucks c'est une équipe qui fait déjouer et ils se sont retrouvés dans ce chaos donc on a un peu évoqué au début avec différents facteurs mais on s'est retrouvés dans ce quatrième quart-temps notamment un peu chaotique avec des Bucks dans leur élément parce qu'ils étaient toujours là au rebond notamment ils ont pris énormément au rebond offensif. Oui, Madiane nous l'avait un peu évoqué en antenne, il y a cette histoire du rebond, même les balles perdues ils étaient là. Normalement dans le chaos justement du côté des Suns tu peux penser que Chris Paul est quand même un maître de l'art. Bon il se trouve que malheureusement aujourd'hui il n'était pas dans son match. Alors il a été sorti, tu l'as dit, par une bonne défense notamment de Jrue Holiday, par ses lignes de passe coupées, par son manque de réussite qui l'a forcé à aller chercher des drives qui sont compliqués à faire, notamment justement parce que tu as un Jrue Holiday, tu as un défenseur sur toi qui est plus long, qui arrive à répondre aux défis physiques. Et donc le salut dans le chaos pendant un moment du côté des Suns, il s'appelait Jay Crowder. On aime beaucoup Jay Crowder, il fait son boulot, il n'y a aucun souci. Mais quand tu dépends, la réussite dans la dynamique d'un match dépend d'un Jay Crowder, c'est que ça va plus. Et on en revient du coup à cette histoire de l'offense stéréotypée, un peu scolaire, donc tu l'as dit, qui est un mot qu'on avait évoqué. Voilà, moi il y a une action que je trouve très marquante, il me semble que c'est dans le quatrième quart, où les Suns font un système, pour que Devin Booker se retrouve défendu, il me semble par Pat Connaughton, je crois qu'il va chercher Pat Connaughton, il fait un contre 1, il marque son tir, qui est pas facile à mettre, mais bon, il avait pas de Connaughton, au talent, il le met. L'action d'après, Cameron Payne appelle le même système. La défense des Bucks voit bien que ça va être le même système, vu que de toute façon, ce signe-là, tout le monde l'a compris. Je l'ai compris moi derrière mon écran. Donc voilà. Et donc, du coup, les deux défenseurs intérieurs du côté des Bucks à ce moment-là, qui sont Giannis et Bobby Portis, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ce que fait Booker et ils essayent de s'adapter. Quelque chose de très logique. Et sauf qu'à ce moment-là, Cam Payne, il a un drive tout droit. Giannis et Bobby Portis ils regardent de l'autre côté, mais Cam Payne, non, scolairement, va effectuer le système qu'ils avaient annoncé, parce qu'il y a eu réussite avant, etc. Voilà, ça démontre tout ce que tu disais, le manque d'improvisation de ces jeunes joueurs. On arrive à la limite, je ne sais pas si c'est de l'équipe construite au fit, mais en tout cas de la jeunesse de cette équipe dont dépend majoritairement, dont l'offense dépend majoritairement de Chris Paul, parce que le reste de l'effectif, pour la plupart, c'est leur premier playoff. Et sans parler de finale NBA. Donc forcément, on essaye d'être discipliné, mais trop scolaire, là où du côté des Bucks, on a une discipline plus
avec plus d'expérience, avec plus d'adaptabilité, notamment sur ce qui se passe sur la dynamique d'un match, qui les rend meilleurs donc dans cette espèce de chaos, de fin de match un peu plus incertaine. C'est une équipe, c'est un peu un thème, hein, c'est un running joke maintenant, mais c'est une équipe avec des joueurs de fin de chaîne. Et le problème, c'est que si le premier maillon de la chaîne explose, le reste, ça ne peut plus fonctionner. Et on l'a bien vu, on le dit, les 3&D à la Miles Bridges, à la Cameron Johnson. Michael Bridges, oula, c'est l'autre. C'est l'autre. Michael Bridges à la Cam Johnson ou à la Jay Crowder, au moment où il faut sortir un peu de cet aspect scolaire, de ce cadre scolaire, et qu'il faut aller chercher des points d'une manière un peu plus chaotique, il n'y arrive pas. Et c'est très intéressant ce que tu dis sur Jay Crowder, son espèce de takeover. Si on regarde bien, c'est pas de l'ISO, hein. C'est je vais chercher une faute, je fais un semi-flop. Enfin, c'est ça, tu vois. En l'occurrence là, on n'est pas dans le scolaire, on est un peu dans le chaotique, mais on remarque que c'est pas vraiment sur de l'attaque, etc. C'est là où ils ont vraiment du mal. Et pour moi, tout part vraiment depuis le match 2, en réalité, on n'a pas vraiment insisté sur ce point-là, mais le boulot de Jrue Holiday sur Chris Paul est absolument monumental. Je me regardais un peu mes stats par rapport aux joueurs qui ont le plus défendu Chris Paul sur ces playoffs. Les 4 joueurs qui ont le plus défendu Chris Paul, on a Dennis Schroeder, Jrue Holiday, Terrence Mann et Campazzo. Vous allez me dire, ce ne sont pas les meilleurs défenseurs. Ce qui est très intéressant pour moi, ce n'est pas tellement la réussite au shoot, parce que Chris Paul a une très bonne réussite au shoot face à tous ces joueurs-là, c'est plutôt l'aspect passes décisives, perte de balles. Contre Dennis Schroeder, on est à un ratio de 10-1. 10 passes décisives, une perte de balles. Avec Terrence Mann, 3 passes décisives, une perte de balles. Avec Campazzo, 10-1. Vous voyez, on est sur du Chris Paul classique, extrêmement propre. Face à Jrue Holiday, il est à 9 passes décisives, 7 ballons perdus. Et on a beaucoup de tweets à l'heure actuelle sur les balles perdues de Chris Paul. Donc moi, j'ai été voir sur NBA.com, je les ai toutes vues. Il y a quand même 2 points communs à chaque fois. Ce sont des passes, je pense qu'en l'occurrence, la plupart du temps, dans un système classique face à une équipe, entre guillemets, normale, ça passe. Le truc, c'est que quand tu rajoutes le facteur Jrue Holiday et la longueur des Bucks, il y a des lignes de passe qui n'existent plus. Et là, on voit que ça commence à devenir difficile. Et l'aspect dont on a parlé de l'épuisement que vont créer ces Bucks avec leur style de jeu extrêmement harassant, je trouve que là, au match 4, on commence vraiment à en voir les résultats. Ouais, je suis d'accord, la défense, il y a la défense individuelle et la défense collective. Déjà, Jrue Holiday qui fait un bon travail pour répondre aux défis physiques, ce qui est déjà une chose, et qui est aussi long. On a vu Chris Paul, donc certes, rater des shoots, bon, ce sont des choses qui arrivent, mais aussi avoir du mal dans son handle. La longueur de Jrue Holiday lui permet aussi d'aller embêter Chris Paul quand il met ses crosses un peu plus bas d'habitude que son défenseur en face, où il est très vif. Et c'est la même chose collectivement, c'est-à-dire qu'on l'a vu sur des aides de Giannis qui a été peut-être moins en vue offensivement, on n'en a pas trop parlé, mais qui a été défensivement monstrueux hier, un peu partout. Bon, il y a ce contre évidemment que tout le monde a vu et qui est splendide, et on en reparlera sûrement, mais aussi dans les aides, il a été là. Et justement, avec ses longueurs de bras, ils ont beaucoup gêné Chris Paul dans son handle, et une fois privé et de son shot making et donc de sa dangerosité, parce qu'on l'a vu hésiter à prendre des shoots qu'il aurait pris normalement, notamment sur ses pull-ups en fade à mi-distance, qu'il n'a pas pris cette fois-ci, et en difficulté sur son handle, et bien forcément, ça se resserre. C'est-à-dire que la décision logique derrière, c'est la passe, mais le défenseur, il le sait aussi. Et du coup, ça lui a généré des lignes de passe plus compliquées à aller chercher, des prises de risques un peu plus grandes, et donc forcément plus de pertes de balles, de part donc cette défense des Bucks, certes, mais je pense aussi que il est capable, Chris Paul, dans un match où son tir revient au début, ça va lui rouvrir un peu plus de possibilités, il sera plus tranquille. Là, on l'a senti aussi un peu frustré. On a parlé de Devin Booker un peu énervé. Je pense que Chris Paul aussi l'était. On a senti quand même une tension du côté des Suns de manière globale. T'en penses quoi, Madiane? Avant qu'on enregistre, on parlait un peu de Chris Paul face à conscient que son tir n'était pas là, alors que franchement, il prend les mêmes tirs que d'habitude. J'ai comparé les 3-4 derniers matchs, ce sont les mêmes tirs que d'habitude, la réussite n'est pas là. Ce que tu nous as dit, du coup, c'est que tu as remarqué sur la fin de match que Chris Paul a peut-être, contre nature, a peut-être est allé chercher, je vais y arriver, du drive, etc. sur la fin de match. Ouais, et en fait, c'est presque là où ça m'a semblé être un symptôme, c'est-à-dire que pour moi, l'action typique d'un joueur tel que Chris Paul et son apport dans l'équipe, c'est le feu. Il y a le public qui pousse. Les Bucks sont en train de recoller. Moi, ce que j'ai souvent vu au travers de sa carrière Chris Paul, c'est je remonte la balle, ok, je vais à mi-distance, je te mets 2 points. Ok, on se calme, tout va bien.
Et non, mais c'est l'action. Et il a vraiment un espèce de talent pour briser les momentum qui sont très importants. C'est-à-dire que quand l'équipe est en train de recoller, que tu es à l'extérieur, que l'équipe en face elle pousse, ça calme aussi tes coéquipiers, ça remet un peu les choses dans l'ordre en mode non, on a ça va bien. Il avait fait ça, moi je me souviens, la dernière fois qu'il avait fait ça, c'était. Alors il perd la série malheureusement, mais c'était face au Jazz où à un moment il fait ça 2-3 fois et il va dire à Paul Pierce, ta carrière ne finira pas ici. Ouais, elle a fini au match suivant, mais ça restait. Mais il l'avait sauvé sur ce game 6. En tout cas, voilà, Chris Paul, c'est sa capacité. Et là, il l'a pas fait. Alors qu'on est en finale NBA, qu'il est expérimenté, il sait qu'il doit le faire à ce moment-là, il pouvait pas. Il pouvait pas. Et du coup, il y a eu des drives de Chris Paul très maladroits dans le quatrième parce qu'il était bien défendu. Après, c'est un match où il met pas dedans, où il est en difficulté tout le long, etc. Enfin, je suis pas inquiet pour Chris Paul. Et même, ça ne m'étonnerait pas de le voir sortir de derrière les fagots à nous faire une masterclass au prochain match en mode m'enterrez pas les gars, vous savez qui je suis. Donc clairement, c'est typiquement le genre de joueur qui va faire ça. Mais bon, là, il m'était pas dedans, il n'était pas dans son match. Et évidemment, moi je le pense et je le maintiens, la réussite des Suns ne passera que par Chris Paul MVP des finales. Je vois mal Booker mettre masterclass sur masterclass dans les prochains matchs et faire gagner les Suns à lui tout seul. Il faut que Chris Paul soit le meilleur joueur des Suns pour gagner ces finales. Je ne vois pas la possibilité. Booker peut mettre plus de points, mais le meilleur joueur, ça doit être Chris Paul avec des passes, l'organisation collective, un peu de vice et tout ce qui va bien pour remettre l'équipe dedans. Tu parlais de Chris Paul, juste un petit point avant de te lancer, Adrien, sur ce que tu veux pour la suite. Je te laisse la main. J'ai regardé, je me suis dit, j'ai vu les mêmes choses que toi, Madiane, et je me suis fait une réflexion. Mais Chris Paul, il drive plus jamais, en fait. Je me suis dit, mais quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as vu Chris Paul driver? Donc, j'ai regardé, en fait, j'ai voulu regarder les lay-ups qu'a pris Chris Paul pendant cette campagne de playoff. Alors, j'ai remarqué que déjà, le ratio la proportion est extrêmement faible. Il a pris 266 tirs dans ses playoffs. Il y en a 20 qui étaient des lay-ups. On est à 7% de lay-ups. C'est très peu. Là où ça devient très intéressant, c'est qu'il en a déjà pris 10 contre les Bucks. C'est-à-dire qu'on est passé d'une proportion de 7% de ses tirs en lay-up à 15. Et là où ça devient complètement fou, c'est qu'il a tenté 3 lay-ups dans le match 4, donc hier, en deuxième mi-temps. Pour vous donner un comparatif, il en a tenté autant en une mi-temps contre les Bucks, dans ce match 4, que dans toute la série contre les Nuggets. Et je trouve que là, on remarque que on le force à jouer contre nature en ce moment. Et c'est un peu le résultat de tout ce dont on parle depuis le début, c'est qu'on le fait déjouer un petit peu Chris Paul. Et ça, c'est à mettre au crédit de Jrue Holiday et de ces Bucks-là. Parce que Chris Paul, ses petits shoots, ça aussi, je trouve, c'est peut-être un point qu'on a sous-estimé, c'est shoot où, alors certes, c'est des shoots à la Chris Paul, mais où il faut mettre l'épaule, où il faut faire le step back, il faut chercher le fadeaway, il faut aller en hauteur. Dans un match où physiquement, on sait que l'impact physique des Bucks est vraiment important, pour un joueur de cet âge-là, répéter ça de manière tous les 2-3 jours, après une campagne de playoff, après une saison longue, peut-être qu'on a sous-estimé à quel point c'était compliqué pour lui de faire ça. C'est sûr que c'est compliqué pour lui et les Bucks, on le répète depuis le début, sont une équipe qui fait des jouets. C'est pas la première fois dans ces playoffs que les Bucks étaient à 0-2. Et c'est pas la première fois dans ces playoffs que les Bucks remontent. Et c'est peut-être une des qualités qu'il faut qu'on mette en avant, parce qu'on a beaucoup focus sur les Suns, mais on peut mettre en avant voilà, cette qualité des Bucks, au fur et à mesure d'une série, trouver les légers ajustements, parce que des fois on a tendance à surréagir. Je me souviens de nos discussions après le Game 1 ou le Game 2, sur les grandes questions, sur la défense du pick and roll, sur le drop, sur le switch. Ils ne tranchent pas clairement du côté des Bucks sur la manière de défendre. Ils savent rester, laisser une part à l'improvisation en restant disciplinés bien sûr collectivement, mais du coup gêner sur la durée d'une série l'équipe en face et l'attaque. Et comme tu l'as très bien dit, Madiane, Chris Paul c'est le métronome, parce que sur les victoires des Suns, on avait une attaque des Suns assez linéaire, on va dire, dans son efficacité tout au long du match, là où les Bucks tapaient par run, on va dire. Et Chris Paul répondait au bon moment justement pour garder le calme, garder l'attaque des Suns à flot, pour qu'il n'y ait pas de vague et toujours répondre à ces runs avec beaucoup de tranquillité. Si tu casses le rythme de Chris Paul et que du coup tu joues à la guerre des runs, ce qui est un peu le cas sur ce match 4, où on a eu au début, même dans le premier quart-temps, il y a un 10-0 Suns, puis il y a un 7-0 Bucks,
Puis voilà, il y a eu des échanges de runs comme ça. Cette dynamique-là un peu plus hachée, elle bénéficie beaucoup aux Bucks qui s'en sortent qui s'en sortent mieux en tout cas dans cette configuration de match. T'as raison, Adrien, on a beaucoup parlé des Suns. Parlons un peu des Bucks qui ont donc remporté ce match à domicile, qui était un match qu'il fallait quand même remporter parce que, alors certes, 3-1, ça rappelle un souvenir à beaucoup de monde, mais en l'occurrence, 3-1, quand tu prends 3-1, la plupart du temps, tu ne remontes pas. Les voilà donc à 2-2. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon sur ce match des Bucks? Oula, Du coup, vraiment beaucoup parlé, vraiment beaucoup parlé des Bucks, des Suns. Oula, t'as trouvé quoi de bon sur ce match des Bucks, Mania? Ben, moi, c'est l'une des premières choses que j'ai notées, c'est ils avaient des extérieurs, c'était des mobylettes, sous les panneaux adverses. Ils étaient trop chiants. Justement, ça fait un lien avec Chris Paul, c'est-à-dire que Chris Paul, justement, à un moment, j'ai regardé, il était sur PJ Tucker, dans le 4e. PJ Tucker s'est baladé dans la raquette, comme j'ai jamais vu. Et pourtant, je pense que Chris Paul a le vice, mais je pense qu'il était trop fatigué pour avoir le vice d'aller l'empêcher de faire ça. Et PJ Tucker, et Pat Connaughton, c'était des mobylettes, Jrue Holiday. Enfin, on a quand même des aberrations statistiques. C'était un des trucs que j'ai noté. J'avais pas regardé les stats. Pat Connaughton, 9 rebonds. Non mais, Pat Connaughton, on parle de ça. Et moi qui pensais, du coup, que ces séquences où il prenait beaucoup de rebonds, quand j'ai re-regardé ça ce midi, c'était lié au moment, à la séquence notamment début du 4e où il n'y avait pas DeAndre Ayton sur le terrain. À un moment parce qu'il rejoue petit fin 3e, début 4e les Suns, il n'y a pas DeAndre Ayton. Et en fait non, les difficultés avec DeAndre Ayton, c'était tout pareil. C'est-à-dire que je pense que c'est une consigne d'aller tout contester. Mais en permanence, ils étaient trop chiants. Donc des fois, il y a eu un rebond où c'est DeAndre Ayton qui le chope, il se le fait voler dans les mains, puis ça repart sur Pat Connaughton. En fait, ils avaient une espèce de suractivité au rebond des extérieurs. Et en plus, tu as Giannis dans ton équipe qui aide pas mal dans la prise du cuir sous les panneaux. Donc clairement, ils avaient décidé de juste les embêter en permanence. Et dans tout le 4e, pour moi, c'est le facteur clé de la victoire, c'est qu'ils ont chopé tellement de seconds ballons, de secondes chances, etc., que dans le 4e, dans le moment où tu mets pas beaucoup de tirs, c'est vital. C'est vital et ça leur a permis beaucoup de choses. Ça leur a permis de gagner du temps aussi à la fin quand ils menaient, où ils rechopent des rebonds. Alors peut-être qu'ils mettent pas le 2 points derrière, mais ça égrène du temps et ça remet un sentiment d'urgence encore plus accentué sur les Suns à ce moment-là. Ils ont vraiment été trop relous. Et clairement, c'est à souligner. Ouais, non mais tu pointes du doigt le bon point. Ils ont voulu faire bosser les petits des Suns sur ces efforts-là, ces efforts collectifs de box out, d'efforts défensifs, les efforts qui se voient pas trop pour ensuite pouvoir attaquer. Et ça a fait très très mal. Mais j'avais quelque chose. Ah oui, voilà, j'avais un truc en tête. C'est qu'aussi, je reviens. Alors je suis désolé, je vais revenir un peu sur les Suns, mais c'est pour illustrer ce qu'on vient de dire. Mais comme Chris Paul était en difficulté, on a vu beaucoup de passages avec Chris Paul et Cameron Payne sur le terrain. Parce que les Suns semblaient vouloir avoir un deuxième créateur à côté de lui plutôt qu'un... je me souviens, on en a parlé Ben tous les deux sur la conversation. Moi je disais pourquoi on n'a pas sur les ailes Michael Bridges et Cam Johnson et Jay Crowder. Pourquoi avoir Cameron Payne justement a priori pour dépanner de ce côté-là. Et du coup, tu te fais sanctionner là-dessus. Parce que tu parles des 9 rebonds de Pat Connaughton, il y en a 7 pour Jrue Holiday, il y en a 5 pour PJ Tucker, il y en a 6 pour Chris Middleton. En fait, c'est tous les extérieurs. Bon, PJ Tucker un peu plus en intérieur, mais en tout cas, les rebonds sont pas concentrés. Il y a que 5 rebonds sur Bobby Portis, par exemple. Il y en a qu'un sur Brook Lopez. Et c'est exactement là où ils ont appuyé. Et ça participe, encore une fois, la maladresse de Chris Paul, le non-match de Chris Paul aussi crée un désavantage pour les Suns dans ce match-là, qui a été très bien exploité donc par les Bucks. Peut-être que c'était effectivement une consigne au départ, mais ça a été accentué par ce facteur. Quant à Cameron Payne et un Chris Paul fatigué, forcément, les box-out sur les meneurs, ils vont pas être extraordinaires. Et puis une conséquence directe de tout ce que vous avez dit, 21 tirs de plus pour les Bucks dans ce match. 21 tirs de plus. Et ça, c'est un élément qui est en train de devenir déterminant. Sur les 2 derniers matchs, j'avais la stat, ils ont shooté 31 tirs de plus, les Bucks. Il y a un moment où les Suns ont beau avoir peut-être plus d'efficacité, une attaque un peu plus scolaire, un peu plus huilée. Si l'équipe en face prend 15 tirs de plus à chaque fois, tu vas probablement perdre des matchs. Et un petit quiz, les gars.
totalement improvisé, sur les meilleurs perfs au rebond offensif en playoff cette année. On va partir sur les 7 meilleurs perfs. Les Bucks en ont combien? Ah, collectivement donc? Ouais. Moi, je pense qu'ils en ont un sacré paquet. Parce que... Sur 7 en tout? ouais, moi, je pense qu'ils en ont 5 ou 6. C'est beaucoup, hein. Non, vraiment. Ils en Allez, ont 4. 5. Ouais. Ils en ont 5. Et le truc incroyable, c'est qu'ils ont les 3 plus grosses perfs au rebond offensif de la post-season des playoffs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est dans une série différente. La meilleure contre Miami, paradoxalement, c'est le match 1 contre les Suns et un match qui gagne contre les Nets. On voit beaucoup que ces Bucks-là sont devenus une autre équipe au rebond offensif dans ces playoffs. Et ça, je pense que c'est plutôt que des consignes, certes, mais c'est aussi le résultat des équipes qu'ils ont jouées. Ils ont joué beaucoup d'équipes qui ont souvent des 3-4, à l'exception des Hawks, et c'est pas un hasard que les Hawks ne ressortent pas du coup, ont souvent des 3-4 qui vont pas être de gros rebondeurs, et là où la dimension physique, notamment avec un Giannis, va ressortir des Bucks, et ils vont les dominer au rebond. Et ça, c'est un élément pour moi, c'est un des éléments qui va déterminer la suite de la série, parce que tu peux pas concéder 20 points sur seconde chance. Ils en concèdent 16, je crois, les Suns sur ce match-là. C'est quand même énorme. Il va falloir stopper l'hémorragie, mais le problème, on l'a dit, Alan en parlait, on en a parlé la dernière fois, tu ne peux pas vraiment mettre un Frank Kaminsky, donc ça va demander plus d'efforts physiques des petits. Oui. Et ça, ça demande beaucoup d'efforts, en l'occurrence, pour eux. Et ça pose problème, ça pose vraiment problème, parce que là, enfin, juste pour les chiffres, hein, Giannis a plus de rebonds offensifs que l'entièreté de l'équipe des Suns. Et à côté de ça, t'ajoutes l'apport de tous les petits extérieurs où ils en chopent tous 3. Holiday, Tucker, Connaughton en chopent 3, Portis en chope 2 et Brook Lopez en chope 1. Mais on n'est pas sur un petit écart, c'est stratosphérique à ce stade-là. C'est vraiment stratosphérique. Donc rien que sur le rebond offensif, ils se sont fait bouffer. Et la solution, elle est difficile parce qu'ils sont plus forts physiquement. Ils sont plus forts et dans le quatrième quart-temps, ça se voit. Ça se voit. Et dans le chaos, quand c'est le chaos, c'est pas le basket sympa du dimanche qui va l'emporter. Hein. C'est le gars qui va se battre sous les panneaux pour aller arracher le ballon. Et finalement, Crowder s'est un peu battu et il a réussi à un moment à sauver une possession où Connaughton avait encore récupéré un ballon de je ne sais où sous les panneaux et il sauve la possession. Mais tu peux pas faire. Enfin, il y a que lui finalement qui a réussi à sauver le truc. Donc honnêtement, moi je suis inquiet parce que la solution elle est difficile et je pense que la solution c'est finalement faut défoncer les Bucks et qu'il n'y ait pas de rebond. Enfin. Si tu veux, j'ai une autre piste. Alors, ça va pas tout te solutionner, mais il y a aussi un facteur dans les rebonds et dans les rebonds offensifs, c'est la qualité du shoot qui est pris avant. Le type de shoot en tout cas qui est pris avant. C'est-à-dire que les Bucks qui prennent beaucoup de shoot près du cercle, ça fait beaucoup de rebonds courts. Voilà. C'est là où ça va être plus de box-out, etc. Et il y a un facteur moi que j'ai noté pendant le match et qui commence à me frustrer énormément, mais je le vois beaucoup sur les défenses NBA tout au long de l'année, c'est cette propension, je le comprends dans l'absolu, à passer au-dessus des écrans. Quand il y a un écran sur le porteur de balle assez loin, on essaye de passer au-dessus. C'est valable et c'est obligatoire quand tu défends, quand le porteur de balle, c'est Steph Curry, c'est Damian Lillard. Bon, ok, la passe au-dessus de l'écran, t'as pas le choix, tu passes dessous, t'es puni. Quand c'est Chris Middleton, alors oui, Chris Middleton là met ses shoots. Et on doit saluer sa performance aussi, hein, il fait un super match au shot-making. Il met 40 puntos, il n'y a rien à dire. Cela dit, les pull-ups que prend Chris Middleton sont toujours ces pull-ups à mi-distance. En plus, il les met au-dessus des gens. On en a beaucoup parlé de la variance du shot-making de Middleton par rapport au type de shoot qu'il prend. Mais le fait est que sa capacité à pull-up et son utilisation du pull-up se fait énormément à mi-distance. Passe dessous les écrans. Quand l'écran il est trop haut, passe dessous l'écran. Force-le à pull-up à 3 points. Parce que oui, il va sûrement en mettre quelques-uns, mais il va générer des rebonds plus longs. Et de manière générale, je pense que c'est une des pistes que doivent chercher les Suns, c'est à gêner le type de shoot que prennent les Bucks pour changer en fait la dynamique des types de rebonds qui vont avoir lieu. Et je pense que c'est une piste. Alors c'est pas une solution miracle, mais c'est une piste pour au moins ralentir la catastrophe, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, bon, la solution, t'as pas de solution parfaite, surtout quand t'as plus Saric et que tu dépends de Ayton qui fait son match. Hein, hier, il prend encore 17 rebonds. Hein.
Offensivement, il y a d'autres choses à dire, mais bon, il fait ce qu'il peut. Pour le coup, c'est pas lui qu'on peut imputer ce problème-là. On l'a assez dit, c'était plus sur les guards. Mais je pense que il y a une piste en tout cas sur le type de shoot pris par Milwaukee. Tu dois les gêner de la même manière qu'eux ils gênent de l'autre côté. Tu dois être moins scolaire, peut-être un peu plus mesquin et arriver à gêner pour qu'ils ne prennent pas simplement les shoots dont ils ont envie, parce que c'est un peu ça finalement les Bucks qu'ils font. Parieur, un peu plus parieur. Mais je te rejoins totalement sur ça. Je comptais en parler, on en parlera, on vous tease le DH20 à chaque épisode, mais je comptais en parler sur certains, je pense à un joueur en particulier sur le DH20 où les défenses ont trop peur des shoots très très éloignés du panier. Là où c'est tellement vrai qu'un Chris Middleton, alors il t'en mettra un ou deux et psychologiquement c'est peut-être dur, je pense, pour un défenseur de faire ça, mais le risque, c'est un risque que tu dois être prêt à courir. Pareil pour un Jrue Holiday. Surtout, c'est là où c'est une grande différence entre les deux équipes. La dimension physique des Bucks leur permet de poser des écrans qui font des différences. Donc quand le mec se prend l'écran, en l'occurrence, il y a une vraie différence qui va être créée. Alors que côté Suns, on l'a vu dans le match, il n'y a qu'un mec qui pose un écran, c'est DeAndre Ayton. Ils n'ont pas peur, Jrue Holiday n'a pas peur des écrans de Cam Johnson, il n'a pas peur des écrans de Michael Bridges. Donc, ils doivent réussir à passer sous ces écrans-là et les empêcher d'entrer dans la raquette. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est surtout dans cette différence de shoot, c'est assez intéressant, je vous ai parlé de ce différentiel-là. La différence, elle explose vraiment dans les tirs près du cercle. C'est-à-dire que dans les tirs corner, etc., 3 points, on est en gros dans le même ordre de grandeur. Mais alors près du cercle, c'est là où se fait la différence. Quand on sait le taux de réussite des shoots-là, ça peut expliquer les 2 victoires des Bucks. Ouais, et il y a un truc qui est très intéressant, c'est par rapport du coup à Middleton et Holiday en fait, sur les tirs ouverts, c'est pas. Alors Middleton est à 35,9% à 3 points sur des tirs ouverts, parce que finalement si tu passes en dessous, c'est quasi un tir ouvert, donc pas tout à fait, c'est pas grand ouvert, mais c'est un peu ouvert. C'est pas non plus un pourcentage rédhibitoire, sachant qu'Holiday, lui, est à 25% en playoff en carrière. Donc, moi, je pense que oui, il faut faire ça. Néanmoins, le corollaire à tout ça, c'est que je suis pas sûr que sur les tirs lointains, ce soit pas le même problème au rebond offensif, voire en pire. Parce que là, PJ Tucker, Holiday et Middleton, ils font une razzia sur les extérieurs. Ils les prennent sur la tête de tout le monde. Bah oui, mais... Je suis pas sûr, parce que je pense que c'est sur le défi physique que les Bucks l'ont eu. Sur les rebonds extérieurs, il y a plus de longueur d'athlétisme, et je pense qu'un Michael et les Cam Johnson seront plus à l'aise pour aller chercher ces rebonds qui sont en hauteur, qui viennent un peu de manière... Voilà, un rebond long, c'est un peu particulier, c'est un peu flottant, etc. Alors que les rebonds courts, ça se joue vraiment au positionnement. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, un Zach Randolph était un des meilleurs rebondeurs de la ligue, alors que le mec il saute pas plus haut que le trottoir. C'est parce que ça se joue beaucoup au physique, au positionnement, etc. À l'extérieur, c'est plus de la, comment dire, une forme d'athlétisme de brut, quoi. Oui. Et je pense que là, à ce moment-là, les Suns sont le répondant de longueur, et ça aussi, ça va soulager un peu Ayton, qui va du coup pouvoir un peu plus contribuer en attaque, etc. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je mettrai pas mes économies sur le fait que c'est la stratégie payante et qui va marcher à chaque fois. Enfin, ils ont PJ Tucker quand même, c'est peut-être l'un des rares trucs qui sait très 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 bien faire ce type. Oui, il est là dans le chaos aussi. Hein, mais bon, PJ Tucker, Jrue Crowder, un partout. Vous rendez compte qu'on est en train de dire que PJ Tucker a de l'utilité de ouf sur ces finales. Hein. Mais de ouf. Il est utile. Il est utile. Il est utile. Hein. Ce match, c'est un peu aussi le réveil. Non, mais les role-players des Bucks ont fait le... Alors, role-player, non. Les Bucks, en dehors de Giannis, offensivement, ont été, je trouve, plutôt inspirés. On est obligé de parler de Chris Middleton, qui nous a... On est en plein dans la Chris Middleton experience, hein, vous savez. Voilà, vous comprenez. On avait dit qu'il allait en mettre 30. Je pensais pas qu'il allait monter aussi haut. Ça a été dit, on va pas revenir là-dessus. Hein, tu l'as très bien résumé, Adrien. Des pull-ups compliqués, etc. C'est du Chris Middleton, mais le jour où ça rentre, ça permet aux Bucks de respirer offensivement. Et puis, des shoots, pas de Connaughton, moi j'ai eu beaucoup de mal sur le début de cette série contre les Suns. Là, il a sorti quelques shoots intéressants. Alors défensivement, Devin Booker lui a en fait en voir de toutes les couleurs, mais il a sorti des shoots très intéressants. Bobby Portis a encore eu un impact. Bon, Brook Lopez, au fil de la série, on voit que son impact est de plus en plus limité. Mais je trouve que du côté, puis on a beaucoup parlé de Jrue Holiday en défense, bien évidemment, je trouve que le collectif des Bucks a réalisé globalement sa meilleure copie.
sur ce match 4. Oui, collectivement. Probablement. Jrue Holiday, il y a son aspect offensif quand même, parce que du coup on n'en a pas parlé. Ouais. Bon, Jrue Holiday, va falloir, frérot, hein, on t'aime bien, tu fais le taf en défense, c'est super. Tu n'es pas Damian Lillard. Voilà, il y a un moment donné, tu ne prends pas. Il finit à 4 sur 20, il a pris plus de shoots que Giannis sur ce match. Il faut qu'il en prenne, il faut qu'il soit agressif. On l'a dit dans les premiers matchs, il faut qu'il arrive à aller chercher des lay-ups au-dessus des petits guards des Suns. Mais toute proportion gardée, t'es la troisième option. Il y a Giannis et il y a Chris, surtout quand Chris fait un bon match. Voilà, de ce côté-là du terrain, s'il y a un reproche à faire sur la copie des Bucks, il y a ça. Et je rajouterais aussi qu'effectivement, Pat Connaughton met ses shoots. Et heureusement, parce que peut-être qu'une des limites de ces Bucks, c'est que voilà, on l'a déjà dit, c'est une équipe qui marche en ISO sur son offense, parce que tu n'as pas de shooter, t'as pas de Kyle Korver, de Ray Allen, de je sais pas, de JJ Redick ou de ce type de joueur-là. Donc là, t'as pas de Connaughton qui t'en met et ça fait du bien. Voilà, donc il faut quand même raison garder. C'est vrai que ce match-là est allé dans le sens des Bucks. S'il y a 2-2, on a l'impression que la dynamique a totalement basculé. Mais voilà, que tout le monde reste. En fait, il y a 0-0. On est reparti. Balle au centre. Parce que on va terminer là-dessus et on prendra quelques-uns de vos tweets. On vous a posé des questions pendant l'après-midi. Effectivement, sans griller un peu ce qu'on va dire, si on prend un peu le pouls de Twitter, on a l'impression que les Bucks sont les nouveaux favoris. J'aimerais juste faire une parenthèse sur le match de Giannis. Offensivement, alors moi, je vous avoue, j'ai été surpris parce que pour moi, c'était quasiment acquis qu'il allait mettre plus de 30 points à chaque match. Je l'ai dit, et même plus de 35, selon moi. Je l'avais dit, l'historique récent de ces matchs contre les Suns me laissait penser qu'il y avait trop de domination. Comment vous expliquez un peu son côté, je vais pas dire timoré, mais offensivement, c'est pas le Giannis le plus agressif qu'on ait vu depuis le début de la série. Comment on explique ça? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de la blessure. Je suis pas vraiment d'accord parce que quand on regarde l'autre côté du terrain, son contre, la jambe a l'air d'être en bon état. La jambe va bien. Non, mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, et je trouve ça plutôt intelligent de sa part, il n'est pas allé s'empaler quand ça partait pour s'empaler. Parce que mine de rien, les Suns ont quand même tenté des choses, notamment le fait de surcharger, parce que évidemment, le mec, enfin, il n'y a pas de shooter pour sanctionner. Du coup, les Suns ont vraiment plus surchargé que lors du Game 3 et du Game 2. Et donc, Giannis est pas allé s'empaler, il allait chercher des petits tirs au-dessus à un moment sans forcément tenter d'aller au cercle. Et je l'ai trouvé, disons, plus intelligent. Il a un bon pourcentage au tir. Alors ok, il a refusé des tirs, mais il a été efficace. Hein. Il n'y a pas à dire. Alors il n'a pas eu énormément de lancers non plus, mais il a été efficace et je lui reproche pas parce que finalement le choix défensif des Suns, je suis pas sûr que ça aurait été mieux en partant faire plus de tentatives et en finissant à moins de 50% au tir. Là, il a été efficace et c'est ce qu'on lui demande. Et je trouve que là, ce qu'il a pas mis en point, au rebond, il en prend certains ultra importants. Et il a été un enfer sous les panneaux, même en présence de DeAndre Ayton. Et moi, je trouve que son apport a été excellent. Alors oui, c'est pas 40 points. Ça reste énorme, hein, parce que 26 points en 19 shoots, ça va. ouais, voilà, c'est ça, c'est 26 points en 19 shoots et il n'y a pas y a pas beaucoup de gens qui en mettent avec autant d'efficacité. Il finit quand même avec 8 assists aussi. C'est bien la preuve que du coup, face à une défense qui l'attendait, il a lâché la balle et il a bien fait. Donc voilà, il a pas mis 40, ok, mais avec ses assists, c'est tout comme finalement. Il y a eu l'apport offensif qu'il fallait. C'est exactement ce que j'allais dire. Il a répondu à une question en interview là-dessus, parce qu'on lui a posé évidemment la question. Et il parlait de ça. Il disait voilà qu'au début, quand il a commencé à voir les murs anti-Giannis face à lui en playoff, ça l'a beaucoup perturbé. Et qu'il a appris de ça. Et de la même manière, tu vois, qu'on peut lui reprocher cette timidité, ça me rappelle quand on reproche à LeBron James de faire la passe au mec tout seul dans le corner pour prendre le dernier shoot. Danny Green en finale Game 5. C'est exactement ça que j'avais en tête. Ça me revenait pas à qui c'était, mais c'était Danny Green effectivement. Pour moi, c'est la même chose. Giannis, en fait, il a simplement trouvé la solution. Oui, ok, tu mets 3 mecs pour fermer le mur. Il fait confiance. Alors, il faut que les joueurs à côté fassent le boulot. Ça a été le cas notamment là pour Chris Middleton ou un Pat Connaughton. Mais en l'occurrence, voilà, il utilise sa gravité intérieure, on va dire, pour faire la bonne passe, pour être plus intelligent, pour aussi du coup moins se fatiguer. Parce que oui, là, on en parle comme s'il était à 100%. Alors, il n'a pas l'air d'être bien loin. Il n'a plus l'air d'être vraiment gêné. Mais bon, il y a 2 semaines, le mec, son genou, il est à l'envers. Hein. Donc, il faut quand même le rappeler. Donc, je pense que... Et puis,
on l'a souvent aussi dit, Giannis il joue pas toutes les minutes d'un match, il semble parfois essoufflé, etc. C'est peut-être aussi une manière pour lui de s'économiser un petit peu, enfin en tout cas dans les efforts, et d'être présent, donc de les donner au rebond, comme tu le disais Madiane, de l'autre côté du terrain, d'avoir encore le jump pour aller contrer un alley-oop venu de nulle part. Voilà, c'est tout un aspect. C'est Giannis qui devient plus mature et qui, oui, t'en as beaucoup parlé d'ailleurs Ben, ne domine pas de manière conventionnelle, donc ça paraît un peu bizarre, mais en fait il trouve les solutions pour optimiser son jeu à lui et ses qualités à lui. Et c'est tout à son honneur. Moi, j'ai trouvé son match très bon au final. Et dans le run, finalement, au moment où le fameux moment, le turning point où le public explose dans la salle, c'est Giannis qui part driver et on lui ferme le mur. Il n'y a pas de Connaughton tout seul en bas dans le corner. 3 points. Et il a bien fait de pas s'empaler. C'était la bonne action, c'était le bon play à ce moment-là. Ah, ok, pas de Connaughton, il peut ne pas le mettre. Mais il y a un moment, c'est un joueur de basket professionnel. 3 points tout seul dans le corner, c'est toujours plus intéressant que d'aller s'empaler sur les gars. Un 2 points, il allait peut-être le mettre à 60%. Le 3 points dans le corner, s'il a une chance sur de le mettre, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, et puis en début de série, on a aussi reproché à Giannis parfois dans son agressivité d'aller prendre des espèces de petits fades, etc., où il n'est pas plus à l'aise, plutôt qu'aller enfoncer le gars. Enfin, on comprenait pas vraiment. Il semblait vouloir être agressif vers le cercle, tout en n'étant pas forcément très physique dans son attaque. Comme tu le dis, Madiane, je suis d'accord avec toi. Le bon play, le bon choix, le choix basketball, c'est celui de faire la passe sur le mec open dans le corner. Voilà, et il le fait, et bravo. Ça me rend tellement heureux et joyeux d'entendre ces compliments sur Giannis. Non. Ça veut pas dire qu'il y a toujours pas des limites dans le jeu de Giannis. On y reviendra. Tu noterais que je ne suis pas de mauvaise foi. Mais il y a toujours des limites, mais oui, je pense il a joué juste, et je continue à dire que ce petit fade away, ce petit turnaround qu'il a là, dos au panier, change beaucoup de choses, parce que ça met un doute dans la tête d'Ayton quand il commence à l'attaquer. Donc ça, c'est plutôt important. Et juste pour dernier point, tu parlais de cette perception. J'y pensais quand je regardais le match de Booker, où toute l'effervescence qu'il y a autour du match de Booker. Mathématiquement, Booker met ses 40 et quelques sans mettre un tir à 3 points. Alors, je sais plus si Giannis en met un ou pas, mais il en met pas. Dans les deux cas, c'est du 2 points. Mais c'est vrai que le côté pull-up, etc., aura toujours l'avantage. C'est un combat qu'on peut pas mener. C'est peut-être de l'inconscient. On parle depuis beaucoup de temps, messieurs, mais il est temps un peu de se mettre sur le grill, parce que là, c'est pour ça que les auditeurs nous écoutent. Ils nous écoutent pour ça. 2 questions. Alors d'habitude, je fais le MVP en premier, mais là, je vais le garder pour la fin. On est donc au match. Le match 5 va se jouer ce week-end. On est à 2-2 balles au centre. Aucune équipe n'a réussi à voler un match à l'extérieur. Question, qui est le favori de cette série à l'instant? Et pour vous laisser réfléchir, je vais un peu citer quelques-uns des tweets qu'on a eus, parce que ça penche clairement du côté des Bucks. Dr Biggie qui nous dit « Les Bucks ont diminué l'influence d'Ayton et sont dominants au rebond. Ils ont fait les bons ajustements défensifs. » On a Slam Dunky qui nous dit « L'inquiétude autour du genou de Giannis est un lointain souvenir tant sa puissance semble se dégager et rayonner sur le public de Milwaukee. Heureusement pour eux, Middleton a été bon. Les Bucks ont les cartes en main pour le prendre en 5. » C'est 2 exemples parmi tant d'autres où on commence ça penche légèrement du côté des Bucks. Est-ce que vous êtes d'accord? Et vu que ça a l'air d'être le plus troublé par cette question, je commence forcément par l'homme à la casquette des Bulls, Adrien. Oui, forcément, c'est compliqué. Alors déjà, moi, je ne veux pas tomber dans la culture de l'instant. Donc, je comprends que la dynamique soit du côté des Bucks. Ils sont sur 2 victoires de suite. Ok. Cela dit, les Suns aussi ont montré des capacités d'adaptation durant les playoffs, au sein même d'une série. Ils étaient à 1-2 face aux Lakers, une victoire de défaite. Ils ont gagné le premier, ils ont perdu le match 2 et le match 3. Et ils sont revenus pour gagner. Ils ont déjà eu à batailler et à s'ajuster. Et je fais confiance à Monty Williams pour ça, pour trouver les bons mots aussi au niveau d'Ayton, parce que tu l'as cité, à Chris Paul pour retrouver son jeu. Et également un facteur, parce que oui, ça fait 2 matchs que ça marche, la Chris Middleton expérience. Ah, voilà. Le bon argument. Ça peut ne plus remarcher. En tout cas, c'est sûr que c'est une série serrée. Maintenant, on le sait. C'est sûr et certain. C'est pas sûr et certain, mais voilà. Je reste avec mon pronostic du début de finale, et je pense encore que les Suns ont un léger avantage, même si effectivement là. Ce qui m'embête le plus, je vais être honnête, c'est la blessure de Dario Saric. Moi, c'est ça qui m'embête le plus dans
dans cette dynamique, mais je reste côté Suns pour le moment. Ton avis, Madiane, alors que je vais citer d'autres tweets. Triple Y qui nous dit les Bucks ont les mêmes qualités et défauts que les autres années, mais plus de réussite. L'impact physique peut faire la différence. Les Bucks sont puissants. Si les Suns sont champions... Ah, ça c'est la suite. C'est par rapport au MVP. Et on nous dit aussi, Greg qui nous dit Bucks jouent sur leur physique. C'est quelque chose qui revient souvent. Hein. C'est quelque chose de plus fiable que l'adresse. Ils ont pris le 4 au forceps et chance. J'ai peur que les Suns aient pris un très gros coup sur la tête car ils sont à 5 minutes de repartir à 3-1. C'est très vrai ça. Madiane, ton avis sur l'équipe qui a peut-être l'avantage en entamant la dernière ligne droite. Cette série qui est au meilleur des 3 maintenant. Ouais. Eh ben, je rappelle qu'au meilleur des 3, il y a 2 matchs à Phoenix. Il faut pas négliger. Il y en a 2 à Phoenix et ce sera pas simple à prendre. Et moi, je reste sur un 55-45 Suns sur le fait qu'ils ont l'avantage du terrain dans une finale NBA. Que un Game 7, je n'ai plus la stat, mais si le Game 7 il est à domicile, tu as quand même 80% de chances de l'emporter. Faut pas oublier que il y a là du roi des maths et justement, j'en viens à ma take, c'est que j'avais dit 4-2 Suns. Je pense que ce ne sera pas 4-2 Suns. Je pense que c'est soit 4-3 Suns, soit 4-2 Bucks. Soit les Bucks retournent vraiment la série et s'ils prennent le 5, ils vont gagner le 6 à Milwaukee. Soit ça part en 7 et à 7 à domicile, j'y crois pour les Suns parce que je donne vraiment l'avantage du terrain. C'est pas rien et c'est important. Donc voilà, c'est ma tech. Elle pourra peut-être très 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 mal vieillir. Mais moi, je pense que si les Suns prennent le 5, ils reprennent l'avantage, mais quand même à la gagner à Milwaukee, ça risque d'être difficile. En plus, le public a l'air d'être vraiment dedans, à fond. C'est difficile. Là, on n'entend plus les fans des Suns compter dans la salle des Bucks, ce qu'on entendait dans le Game 3, sur les lancers de Giannis, évidemment. Désolé pour la parenthèse, mais les gars, je me rappelle de matchs de playoff à Milwaukee avec Brandon Jennings au premier tour contre le Heat. On entendait le ballon taper sur le sol. Enfin, franchement, c'est incroyable. Mais à Milwaukee, mais c'est dehors qu'ils ont l'air mais à Milwaukee, la majorité des gens, ils sont fans de l'équipe qui écrit là. Bulls, pour ceux qui nous écoutent. Ça a un peu changé depuis Giannis, mais à la base, on joue à domicile, nous, quand on joue à Milwaukee. Fin de la parenthèse. Bon, en tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé que le public était là justement dans ce match et ça s'est vu notamment dans le 4e. Donc voilà, moi je trouve que c'est très dur à prendre et je trouve ça plus probable que les Bucks réussissent à continuer sur la lancée et prennent le 5 à Phoenix et finissent à domicile. Par contre, si ça part en 7, quand même, il faut respecter l'avantage du terrain à domicile. Donc je reste sur un 55-45 pour les Suns. Ça veut dire que... Et toi, Ben, on veut t'entendre. Hein. Oui, bien sûr. Vous allez m'entendre, mais je vais vous tirer les verres du nez. C'est-à-dire que si tu me dis, Madiane, c'est soit 4-2 Bucks, soit 4-3 Suns et que tu donnes l'avantage aux Suns, pour toi, on file vers un match 7. 4-3 Suns. Je pense qu'il est fortement probable d'avoir un 7. Je pense que il manie la nuance avec. Je manie la nuance. Non mais. On va entendre Tom. Non, au-delà de ça, je pense que quand même les Suns c'était pas si loin de le prendre. Faut rappeler la composante domicile. Chris Paul faire 2 matchs comme ça de suite, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Et voilà, donc je pense qu'il y a eu des choses qui ont tourné en faveur des Bucks. Je rappelle que là, sur ce match, Crowder finit à 5 fautes, Paul à 4, Booker 5, qui sont des énormes problèmes de fautes ce coup-ci ailleurs, pas sur du coup leur intérieur, mais sur les extérieurs. Ils vont pas cumuler autant de facteurs négatifs. Booker joue même pas la moitié du 4e. Enfin, alors qu'il est en feu. Alors qu'il est. C'est ça aussi, tu le sors de rythme, il y avait la frustration, voilà. On en a parlé, il est énervé. Bon. Voilà, donc il y a tellement de facteurs qui ont bien tourné. Un 5 à Phoenix, je vois bien Phoenix le prendre, à moins qu'ils ont pris un énorme coup moral, et dans ce cas, ok, c'est possible, mais moi je vois Phoenix prendre le 5, les Bucks prendre le 6, et on règle ça sur un 7, et ce sera très beau. Par contre, ce qui me fait peur dans le 7, je pense que les Suns peuvent le gagner, mais si les Bucks le gagnent, ce sera dans un chaos. Ouais, ça sera à la serpe. Par rapport, on a
là, on commence, c'est de loin le podcast, on a pris le plus de temps, mais on aurait pu parler limite des rotations de Monty Williams, que je trouve que sur certains points, on parle pas assez de l'ami Monty qui laisse Ayton jouer 12 minutes, qui le sort. Enfin bref, passons. Par rapport à moi, alors, c'est extrêmement... Je rigolais un peu intérieurement quand j'écoutais Madiane parce que, honnêtement, Benjamin, il y a 12 ou 13 heures, aurait dit exactement la même chose. Mot par mot, c'est-à-dire avantage du terrain, historiquement, tu gagnes la série, etc. Et honnêtement, en préparant le podcast, je commence à basculer légèrement côté Bucks quand même, de plus en plus. Parce que je trouve que de nombreuses problématiques qu'on a mis en avant, les réponses me semblent extrêmement difficiles. On a parlé des rebonds. Concrètement, tu fais quoi pour arrêter l'hémorragie au rebond? Tu vois, tu as proposé des alternatives, Adrien, mais en l'occurrence, ça semble compliqué de limiter la domination au rebond, la domination physique. Moi, il y a un élément que je trouve très marquant. On a eu Cam Johnson qui, alors ça a été très bref, mais qui s'est touché à la cheville à un moment. Dans tous les matchs de ces finales, à un moment, on a eu un joueur, Chris Paul, aussi. C'est retouché la main. On a toujours un joueur des Suns à chaque match qui a été au sol et qui s'est touché. Alors malheureusement pour Saric, c'était fatal, entre guillemets, mais on n'a pas vu ça du côté des Bucks, en dehors de Giannis qui a bien sûr qui revenait. Cet aspect physique-là, j'ai l'impression qu'ils nous ont déjà fait cette chanson-là, les Bucks. Donc, je pense, j'ai du mal à les voir gagner 4 matchs de suite quand même, parce que les Suns restent une très bonne équipe, mais je penche plutôt du côté des Bucks, moi. C'est toujours difficile d'annoncer un set gagné à l'extérieur, mais je commence vraiment à me dire que je crois que c'est la bonne pour les Bucks. Ouais, je voulais rajouter une nuance un peu pour les Bucks, que j'étais côté Suns au début, et c'est vrai qu'au début de la série, je disais, les Suns avaient cette espèce d'aura, là on est sur les intangibles, je sors un peu du terrain, mais cette espèce d'aura d'équipe championne que j'avais pas l'impression de retrouver chez les Bucks, elle commence à arriver. Tu l'as dit avec cette agressivité, alors je sais pas si c'est dû au casting avec un Jrue Holiday en plus par rapport aux années précédentes, un PJ Tucker, un Bobby Portis, voilà, des mecs un peu plus hargneux, mais ça commence un peu plus à ressembler à une équipe avec le caractère et la dynamique, enfin cette espèce d'âme des équipes championnes. Donc c'est vrai qu'ils ont repris du poil de la bête sur ce point-là aussi. Ça, voilà, on donne des pronostics, mais on sera étonné ni les uns ni les autres que ce soit l'une ou l'autre des équipes qui gagnent à la fin. Et alors, on va terminer par le MVP, on dépasse un peu notre temps. Quel est alors il y a pas 15 000 de solutions possibles, laquelle vous étonnerait le plus? Moi, je vous avoue que le 4-2... non, par rapport au résultat de la série, le 4-2 Suns m'étonnerait énormément. Oui, pour moi, le 4-2 Suns, c'est ce que j'ai dit, c'est mon pronostic de début de série. Il me paraît improbable. C'est peut-être 10% 4-2 Suns et ensuite du coup, 45-45, soit 6 Milwaukee. Allez, non, plutôt 40-50, enfin, un peu plus pour le Game 7 Suns, mais le 4-2 Suns, enfin... Aller gagner dans le Wisconsin un match couperé comme ça me paraît très difficile. Et ça va arriver du coup. Non mais oui parce qu'en plus je vais aller dans ton sens, enfin dans votre sens, je pense que c'est vrai que dans les scénarios là, quand on réfléchit par rapport aux dynamiques qu'on a vues, etc., c'est le scénario le plus étonnant. Ce serait le 4-2 Suns là qu'on reparte sur un 2-0. En plus là du coup avec la dynamique extérieure. Après, c'est pas impossible pour autant, mais c'est probablement le plus improbable. Très bien. Probablement le plus improbable, c'est un peu un oxymore, mais tant pis. Et le MVP pour terminer, alors, on avait expédié assez rapidement alors c'est toujours une petite case dans les résumés. C'est toujours expédié, je vous le dis. C'est toujours expédié. En réalité, parce que depuis qu'on fait les finales NBA, qu'on fait notre podcast bilan après chaque match, il n'y a jamais eu d'année où il y a eu, je trouve, de véritables débats. Alors, il y a des petites nuances, mais jamais eu. Alors Iggy, je crois, c'était la première année et alors non, Iggy c'est l'année avant qu'on débute le podcast, oui. Donc on en a jamais discuté. Il y a Eddie l'an dernier qui est peut-être le plus proche du débat pendant 3 games. C'est ça. Et là, alors là il y a aucun débat. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Non mais j'ai envie de trancher parce que je sais qu'on va se faire des ennemis. Oui, non, mais je pense qu'on va être d'accord, on va avoir des ennemis. Je suis désolé, Ben, je te coupe un peu, mais sois clair. Si c'est les Suns, par rapport à ce qu'on a dit je vous laisserai développer, mais on l'a dit dans le podcast. Si c'est les Suns, le MVP s'appelle Chris Paul. Si c'est les Bucks, c'est Giannis. Point. Il y a aucune chance que ce soit Devin Booker qui puisse permettre aux Suns de gagner la série. C'est-à-dire que ce qu'avait développé Madiane. Booker mettra ses points, hein, pourquoi pas.
Mais il faut que Chris Paul redevienne impérial pour que les Suns l'emportent. Je maintiens. C'est ce qu'on dit. C'est peut-être, c'est encore ce qu'on avait développé l'an dernier sur la théorie des finales. Le joueur le plus valuable des Suns, c'est Chris Paul. Point. Il n'y a pas de débat là-dessus et on peut débattre. C'est-à-dire que Booker va mettre des points, mais n'est pas le plus valuable. La différence, c'est Chris Paul. Je vais mettre une nuance alors que j'ai semblé super sûr de moi. Si ça va en 7 à Phoenix, performance à 50 points de Booker, game winner, buzzer beater, tout ce que tu veux. Peut arriver, ça peut arriver le Booker voilà. game. Mais en vrai, un Booker game en 7, enfin un game 7, enfin faut se rappeler, les game 7, c'est tout le temps un peu accroché, un peu bizarre. T'as tout le temps des facteurs ici un peu chelous qui sortent de derrière les fagots. C'est la phrase de de Reggie Miller dans The Last Dance. T'enlèves les game plans, c'est un peu arraché, etc. Les game 7, c'est rarement des games où il y a un mec qui va t'envoyer un paquet de puntos dans la tête et tu perds là-dessus. J'aurais plutôt l'impression. Ce monde existe. C'est rare, mais ça peut arriver. Ouais. Une grosse performance. On a vécu un match 7, les gars. Hein. Le match 4, c'est un match 7. Oui, c'était ça. C'est ça. Mais en vrai, du coup, je réfléchis. Mais la plus grosse performance en points sur un Game 7... ça dépasse pas les 40. Il y a Jamal Murray l'an dernier, non? Ah, moi je parle de finale NBA. Hein. Finale NBA, ça dépasse même pas. Enfin, LeBron James, il fait son triple-double et c'est incroyable, mais il est à 27 points, non? Mais honnêtement, alors là, ça me fait highest points by a player in Game 7 Finals, Jerry West, 42. Oui, bon, Jerry West, c'était une autre époque. Mais sinon, c'est LeBron James 2012-2013 avec 37 points. Ouais, tu vois, c'est. Sinon, j'ai que des tirs des années 60, enfin des matchs des années 60. Mais sinon, il y a LeBron, non mais attendez. Il y a LeBron, il y a LeBron, c'est ça? Oui, voilà, à peu près. Et il y a Kyrie aussi, voilà. Je comprends pas, moi je voulais vous amener vers Chris Middleton, les gars. J'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Évidemment. Alors, franchement, Chris Middleton. On attend la tech de Ben. Alors, Chris Middleton, MVP des finales, j'ai le scénar. C'est Giannis se fait mal début du game 5 et il gagne le 5 et le 6. Middleton en met 40 les deux matchs. Ah, il fait la série contre les Hawks. Non, franchement, pour les Suns, je vais un peu rejoindre la nuance d'Adrien. Je trouve quand même que sur une fin de série où... alors oui, il y a l'aspect diffusion sur le collectif, mais si Booker nous en fait une ou une et demie du même acabit, utilisons des mots des années 30, franchement, la question va se poser. Rappelez-vous, je me rappelle très bien de 2016, il y a certaines voix qui s'élèvent en 2016 pour dire que Kyrie doit pas être loin du MVP des finales parce qu'il met le shoot. Alors oui, on peut être pas d'accord avec ça. Le truc, c'est que de goût basket assez incroyable. Ah non, mais il faut respecter la vie. C'est que justement, je trouve que dans la théorie d'un match 7, moi je crois vraiment qu'on va aller en 7. L'importance du match 7 sur l'MVP des finales sera déterminant. Donc, j'enlève pas Devin Booker de l'équation. Alors, je répète aux gens qui nous écoutent, parce que là, j'y tiens. Donc, un mec qui te dit que Kyrie Irving aurait pu être MVP des finales l'année où il y a un type qui a la meilleure moyenne dans les 5 catégories statistiques majeures et qui gagne le titre, c'est pas un avis. Pour moi, c'est pas un avis. Écoute, en quoi il est intéressant cet avis? Il peut être intéressant. Il est intéressant parce qu'il sous-entend que le MVP des finales dans le cas d'un match 7, c'est le mec qui met le dernier coup. Alors on n'est pas d'accord, hein, mais c'est ça qui peut être intéressant. Le dernier coup, c'est The Block alors. Juste parce que je vais te laisser conclure, parce que voilà, mais quand même dans les perfs des finals, puisque du coup j'étais en train de regarder. Alors il perd, mais en 2015-2016, match 7, le meilleur marqueur des Warriors. Draymond. Il est dans cette liste, il met 32 points, c'est Draymond Green. Oui. Le match de Draymond Green, le 7, c'est le truc le plus oublié de l'histoire de l'NBA. Il est fantastique. C'est un Big Get James. C'est James Worthy, c'est ta troisième option qui sort de nulle part et qui te permet de gagner un 7. Et c'est donc la 10e plus grosse performance dans un Game 7 des Finals de l'histoire de l'NBA. Et ça doit être quoi, la troisième depuis le début du siècle, un truc comme ça? C'est la 2. Derrière LeBron. Et Worthy, il en met combien avec James Worthy, 87-88, il en met 36.
D'un côté des matchs, après des matchs 7, les gars, il y en a. C'est pas en finale NBA, c'est pas. Oui, pareil. voilà, il y en a 4 pas des centaines et des centaines. Il n'y en a pas des centaines. Très bien. En tout cas, on le souhaite. Je vous avoue que là, ça serait un peu hype, ça serait la fin parfaite pour une saison. Bah, on va réutiliser les mêmes qualificatifs un peu perturbantes qui nous laissent perplexes, etc. En tout cas, très bien. Je vous avais dit, Adrien et Madiane, c'était oui. de l'expert 50 podcasting, je leur ai dit avant qu'on enregistre, les gars, on fait plus d'une heure là. Et voilà, on a fait. Après, on a fait beaucoup de digressions à la fin, il faut Ouais, le dire. on a fait beaucoup. Bah, on a analysé le tableau des matchs 7 en finale NBA. Donc, c'était pas prévu. Voilà. Ça prouve à quel point on a foi en ce scénario. Bah, je pense, oui. Donc, on va être probablement contredit. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés pendant tout ce temps. On se retrouve, du coup, comme d'habitude, après le match 5. Alors là, une certitude, ça ne sera pas le dernier. Après, à chaque fois, ça sera du coup près. Enfin, d'un côté, il y aura que 2 matchs. On vous invite à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, les petits commentaires sur YouTube, à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast, que ça soit Spotify, Deezer, Podcast Addict, etc. On vous souhaite une très bonne journée de vendredi. Pour ceux qui nous écoutent vendredi, un très bon week-end. Et puis on se retrouve très vite pour parler des finales NBA. Salut! Tchuss! Salut!